Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Réunion des cadres politiques du parti FCC dirigé par Joseph Kabila. Une rencontre qui a permis d'identifier les causes de leur échec durant la dernière élection présidentielle et de prendre des mesures stratégiques pour améliorer cette situation. Au Rwanda, bientôt un âge légal de consommation d'alcool entre 20 et 25 ans. Deuxième plus grand consommateur d'alcool dans la région d'Afrique de l'Est. Le gouvernement veut mettre en place cette mesure pour dissuader les jeunes dans leur consommation excessive d'alcool. Et au Cameroun, des infrastructures sanitaires mises en place pour répondre à la demande des citoyens et d'évaluer les besoins avant la tenue de la CAN 2021. Plusieurs déploiements de personnels médicaux et des équipements dernier cri sont en cours dans le pays. Mais tout d'abord, dans l'actualité, une nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso contre les forces armées. Une attaque qui a mené à 11 pertes en vie humaine, 11 soldats durant une embuscade dans la nuit du 24 au 25 décembre à Alalé dans la province de Soum. Durant cette attaque, une importante délégation gouvernementale composée de 6 ministres s'est déplacée à Arbinda où une attaque a coûté la vie à 35 civils et 7 éléments des forces armées ce mardi 24 décembre, veille du jour de Noël. Une attaque décrite comme la pire attaque djihadiste depuis 5 ans. Le président burkinabé Roch Christian Kaboré a décrété 48 heures de deuil national en hommage aux victimes. Toujours dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'opposition dénonce le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, ex-premier ministre, ce lundi 23 décembre. Son retour avorté à Abidjan a provoqué de nombreuses réactions, notamment parmi les partis de l'opposition. Dans un communiqué officiel, le leader du CDRP, l'ex-président Henri Konan Bédié, s'insurge face à ce qu'il qualifie de dérive dictatoriale du pouvoir ivoirien suite à ce mandat d'arrêt. Les groupes parlementaires PDCI et RDA condamnent également l'arrestation de 5 députés du camp Soro. Le FPI dénonce quant à lui l'usage de la force contre les partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, les membres du Front commun pour le Congo se sont réunis ce lundi 23 décembre à Kinkagati autour de leur leader Joseph Kabila. Une rencontre qui a permis de retracer le parcours du FCC et d'identifier les causes de l'échec de leur candidat Emmanuel Shadari à la dernière élection présidentielle. Des discussions qui ont mené à une stratégie de rapprochement avec le clergé, principale cause identifiée de l'échec du candidat. Le but de ce rapprochement étant d'ouvrir un dialogue pour un avenir prometteur pour le parti. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le Front commun pour le Congo veut se rapprocher des clergés catholiques. Dans une rencontre de restitution faite ce lundi 23 décembre 2019 à Kingakati, la famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila note que les relations tumultueuses avec l'Église catholique sont l'une des causes de l'échec de son candidat à la présidentielle du 30 décembre 2019. Oui, nous avons reconnu avoir eu des divergences. Nous avons reconnu aussi avoir eu des incompréhensions. Mais le plus important, ce n'est plus ça. Le plus important, c'est que nous avons levé l'option d'aller vers les princes de l'Église catholique, d'ouvrir un débat avec eux. S'il y a des sujets qui font l'objet de ces contradictions, nous sommes prêts à les aborder, à aplanir les divergences. Fort de son écrasant résultat au dernier scrutin qui le place aux commandes de toutes les institutions du pays, hormis la présidence de la République, le FCC veut demeurer dans la coalition avec les Cap pour le changement et met en garde tous ceux qui s'agitent contre cette coalition. Cette coalition, c'est un impératif pour le moment parce qu'elle ne concerne pas les individus, elle concerne le pays. C'est la stabilité du pays. Voilà pourquoi il faut avoir un regard critique sur ceux qui sont en train de s'agiter et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher?
C'était la plus grande rencontre sous l'autorité du Front commun pour le Congo depuis l'alternance enregistrée au sommet de l'État, ayant mis ensemble certains opposants qui ont combattu le régime de l'ex-président Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo ambitionne désormais de se transformer en parti politique. Dans le reste de l'actualité, rencontre du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avec le président érythréen Isaias Afwerki à Addis Abeba ce mercredi 25 décembre. Le but de cette rencontre, relancer le processus de paix, là où les deux pays se retrouvent avec les 4 postes frontières toujours fermés et des territoires disputés. Prix Nobel de la paix, le Premier ministre Abiy Ahmed prône la fin des tensions et du climat tendu dans la région. Il accueille donc, selon ses mots, son camarade de paix dans sa deuxième patrie, faisant référence au chef de l'État Isaias Afwerki et sa visite en Éthiopie. Toujours en Éthiopie, un accord entre la Banque nationale Awash et l'Agence américaine pour le développement international afin de soutenir le secteur agricole en Éthiopie. Un partenariat qui met à disposition 6,4 millions de dollars pour répondre aux stratégies du gouvernement avec le financement des institutions de microfinance ainsi que des petites et moyennes entreprises agricoles. Les précisions dans ce sujet de Nelly Claude Ebessa. Le secteur agricole éthiopien s'est doté d'un important financement. L'investissement à hauteur de 6,4 millions de dollars résulte de l'accord conclu entre l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et la banque commerciale éthiopienne Awash Bank. Ce partenariat soutiendra les prêts directs de la banque Awash aux petites et moyennes entreprises du secteur agricole où l'accès au crédit reste faible malgré la contribution de 34% au produit intérieur brut de l'Éthiopie. Donc un tel investissement permettra alors à l'Éthiopie de revoir sa trajectoire de croissance et entrer dans le cadre de la diversification de son économie en tant que telle, pour que nous puissions éviter la tragédie des années 80 où l'Éthiopie était considérée comme étant un pays qui n'a pas atteint l'autonomie alimentaire avec les questions liées à la famine, les questions liées à la sécheresse. En outre, ce financement aidera les entreprises mal desservies en capitaux à intensifier leur production tout en soutenant les efforts de l'Éthiopie pour moderniser son secteur agricole. Pour les experts, les investissements dans le secteur agricole éthiopien permettront d'accélérer la croissance économique au niveau macro tout en créant un effet d'entraînement qui profite aux agriculteurs. Il est évident qu'un tel investissement peut avoir des effets positifs sur la croissance du pays, mais il y a des côtés également négatifs qu'il faut prendre en compte, des effets liés au changement climatique. Il va falloir gérer tout ce qui est lié aux aspects climatiques, mettre en place un cadre légal et réglementaire et renforcer les capacités managériales des organisations paysannes agricoles. Avec une contribution de 34% au produit intérieur brut, le secteur agricole éthiopien assure 80% des emplois et 85% des exportations. Cependant, ce secteur assez dynamique de l'économie du pays demeure vulnérable aux aléas climatiques, la sécheresse notamment, qui frappe régulièrement la région. Au Zimbabwe, l'exécutif compte dépenser en 2020 une enveloppe de 2,16 milliards de dollars zimbabwéens, soit 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, la principale denrée de base du pays, alors que le Zimbabwe traverse une grave sécheresse qui a détruit la moitié de sa récolte de maïs. Environ 5,5 millions de Zimbabwéens sont en situation d'insécurité alimentaire, selon les estimations de l'ONU. Analyse de la situation avec Victoria Sedji. Pour affronter la menace d'insécurité alimentaire qui pèse sur le pays, le gouvernement du Zimbabwe compte injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, principale denrée de base du pays. Selon les prévisions, la production de la céréale devrait chuter de 54% entre 2019 et 2020. Pour l'instant, l'État essaye de reprendre, de subsidier, mais ce n'est pas vraiment le vrai modèle, le modèle qui méritait. Parce que le modèle qui méritait, vu
vu l'histoire du pays, vu la sensibilité politique, c'était plutôt le secteur privé qui devrait prendre le devant pour investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture zimbabwéenne a toujours témoigné son efficacité. On sait très bien, il y a une quinzaine d'années, la valeur des exportations des produits agricoles du Zimbabwe était meilleure de toute la région. Cet appui financier pourrait être étendu à d'autres denrées d'après le ministère des Finances, comme le blé par exemple, dont la production a été annoncée en chute de plus de 62%. L'exécutif a décidé de maintenir les subventions céréalières pour faciliter l'accès des populations aux produits de première nécessité. Il y a pas mal de gens qui immigrent vers l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas accès aux produits alimentaires. On connaît l'afflux des Zimbabwéens qui vont en Afrique du Sud, qui vont en Zambie. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire du fait de la sécheresse. Pour y faire face, il faudrait mobiliser 464 millions de dollars jusqu'en avril 2020. Le Rwanda se retrouve en deuxième position dans le classement de consommation d'alcool en Afrique de l'Est. Une situation qui mène le gouvernement à envisager de relever l'âge légal d'achat et de consommation d'alcool. Un passage de 18 ans à un âge légal à 20-25 ans, une mesure qui a pour but de décourager les jeunes à la consommation excessive et à l'abus. Les précisions avec Neily Claude Ebessa. Au regard de la croissance de la consommation des drogues et de l'alcool, observe au Rwanda, le gouvernement envisage de relever l'âge légal pour acheter et consommer de l'alcool. Les responsables du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille prévoient de porter l'âge de la consommation d'alcool entre 20 et 25 ans par rapport à l'âge de 18 ans pratiqué. Une décision qui vise à protéger les jeunes des dangers de l'alcool, surtout à prévenir les conséquences sur la santé, la mortalité et la morbidité selon les autorités. Il s'agit de protéger cette catégorie sociale que les pouvoirs publics jugent vulnérable. Il s'agit d'une décision bienveillante à l'égard des jeunes et des adolescents. La décision de relever l'âge de consommation de l'alcool est une énième stratégie pour réduire l'abus d'alcool après que la police nationale du Rwanda a imposé des règles strictes sur l'alcool au volant. Travailler à une socialisation alternative de la jeunesse qui intégrerait les pouvoirs publics, la société civile et l'unité de base de la société que constitue la famille pour qu'on arrive à mettre en place des éléments culturels qui créent un refus et un refoulement de l'accès à l'alcool par les jeunes gens en leur montrant les contre-performances que cela peut engendrer de manière à ce que les jeunes gens en prennent eux-mêmes conscience et que cette rencontre-là puisse générer l'idée d'un alignement et d'une sensibilité vis-à-vis de la consommation de l'alcool. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 5,3% des décès dans le pays sont imputables à la consommation d'alcool. Une amélioration des infrastructures sanitaires au Cameroun s'impose, notamment avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. En vue de cet événement de grande envergure, ce ne sont pas que des établissements sportifs rénovés, mais également des hôpitaux. Le Cameroun s'apprête à mettre en place un déploiement important de personnel de santé et d'équipements médicaux. Un sujet de Nathalie Mo. Pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations 2021 CAN, la couverture sanitaire de la ville de Yaoundé doit être optimale. Les autorités du ministère de la Santé publique prévoient un déploiement de qualité avec la mobilisation des équipes médicales dans chaque hôtel, des équipes en compétition. De même, dans les stades, le dispositif d'urgence sera renforcé avec les ambulances médicalisées. C'est des équipes pluridisciplinaires avec des ambulances et des postes médicalisés, des postes médicaux avancés pour pouvoir prendre en charge les cas qui pourraient survenir. Avec l'arrivée de nombreux touristes dans le cadre de ces compétitions, les responsables sanitaires de la ville de Yaoundé entendent doubler le personnel médical afin d'assurer un déploiement efficace. Il s'agira par exemple de mutualiser les ressources sanitaires des institutions publiques et celles du privé. Pour les deux compétitions de football en préparation au Cameroun, les autorités sanitaires prévoient une stratégie globale. Aucune urgence ne sera lésée. Toutes les formations sanitaires de la ville de Yaoundé
seront en état d'alerte maximale. Les ressources disponibles ont été identifiées et seront utilisées. Le ministère de la Santé publique du Cameroun compte sur l'expérience acquise lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de 2016 pour peaufiner le déploiement sanitaire lors du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Toutefois, de nettes améliorations vont être apportées en termes d'enrichissement du plateau technique des hôpitaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.